bibliothèque des régies de quartier. Et pendant ce temps-là, je vais demander à Valérie Bozerliek, Hyacinthe Bazungula, Arnaud Mandement, Pauline Calmette, Jamel Arfi, Baïdja Ferrat, Marianne Bayot et Catherine Pellamourgue-Canitro de venir prendre place sur scène en regardant le film. Merci. Là, on est sur du débarras, on est sur du nettoyage, mais le PHLM nous a confié aussi, par exemple, la remise en état de hall d'immeubles. On a fait ça avec toute une équipe qui a travaillé pendant 5 mois sur 25 halls. On intervient aussi sur de la remise en état de logements avant relocation, et puis d'autres tâches. On a scellé des bancs, des corbeilles à papier dans la cité, on traite l'état un peu sauvage, d'encombrant, etc., etc. Plein de petites interventions, mais qui constituent, je dirais, un peu le fonds de commerce de la régie de quartier. Une régie de quartier, c'est d'abord une utopie politique, c'est la volonté de réappropriation d'un quartier par ses habitants. C'est dire aussi que les habitants ont un rôle considérable dans l'amélioration de leur quartier. C'est ce rôle actif que la régie veut mettre en œuvre. C'est pour ça que ce principe des régies de quartier est différent de beaucoup d'autres dispositifs qui existent, parce que je n'en connais pas d'autres, par exemple, qui, au niveau du conseil d'administration, mêlent des élus politiques, des bailleurs sociaux et des représentants d'associations ou d'habitants à titre personnel. D'abord, ça se situe sur le quartier. Nous ne nous adressons qu'à un public en difficulté. Au lieu de dire on va donner des minima sociaux et on va les aider à vivre avec des minima sociaux, là on leur dit on vous donne les moyens de rejoindre le monde du travail et même d'en sortir grandi. Ça, c'est important. C'est peut-être ce qui, fondamentalement, représente pour moi la véritable question sociale sur un quartier. On peut faire de l'économique en ayant une pratique d'acuité sociale, ça veut dire permettre aux gens de reprendre le boulot. Donc il ne faut pas opposer les termes, à mon avis, de travailler donc sur le quartier, de travailler pour le quartier, d'être identifié comme tel également. Et je dirais que c'est le quartier au service du quartier très concrètement, pour des publics, encore une fois, qui ont des difficultés à retrouver d'emblée un emploi. Et donc ça doit être une forme de pied à l'étrier de nouveau qui leur est mis pour se relancer professionnellement dans la vie. Donc il y a un travail aussi d'action sociale directe, visible aussi pour les uns et les autres. Merci à tous. La salle n'est pas vide, tout le monde est sur scène, hein. C'est différent. Ça marque bien quand même le côté collectif, parce qu'une table ronde à 8, ça m'est jamais arrivé jusqu'à maintenant. On va essayer de prendre des tours de parole, et donc du coup, ça écrase les différences. La salle, la scène, tout le monde est au même endroit. 3 parmi vous, et j'ai envie de commencer par ça, ont été impliqués dans des créations de régies de quartier. J'aimerais que vous nous disiez à quoi vous avez pensé au moment de les créer. Je rappelle que depuis une quinzaine d'années, il y a 140 régies de quartier. Il s'en est fermé 80, mais ça veut dire qu'il s'en est ouvert 80. Il y a celle de Saint-Denis qui a ouvert il n'y a pas longtemps. J'ai vu Mathieu Gleman dans la salle. Il y en a qui ont ouvert il y a quelques dizaines d'années. Je voudrais commencer avec vous, Catherine Pellamourgue-Canitro. Vous êtes ancienne directrice de l'OPH de Rodez et vous avez été... c'est dit comme ça, une des chevilles ouvrières de la création de la régie de territoire de Rodez. À quoi pense-t-on et à quoi oublie-t-on de penser quand on crée une régie? Oui. Parlez dans le micro. Bon, écoutez, je pense que je rappellerai, mais bon, c'est une évidence pour tout le monde, c'est que d'abord, le projet de création d'une régie, ça s'inscrit dans une volonté politique. Déjà. Après, lorsque le principe est posé, à charge pour le bailleur, qui est l'un des principaux acteurs au démarrage de la régie, c'est d'arriver effectivement à convaincre son conseil d'administration et à accompagner l'élu qui est détaché au sein de la structure de l'OPH pour faire aboutir ce projet. Alors, quand vous me dites à quoi on pense au début, en fait, il y a des choses auxquelles on n'avait pas pensé. C'est ce que je soulignais, moi, qui m'avait beaucoup surpris. C'est qu'en fait, on imagine qu'il faut convaincre effectivement les membres du conseil d'administration. On pense plutôt à certains administrateurs qui sont là au titre de personnes qualifiées, qui ne partagent peut-être pas toujours la volonté politique de création de régie. En fait, on peut se heurter, enfin c'est ce qui a été le cas chez nous,
en fait aux associations de locataires, aussi bizarre que cela puisse paraître. On ne pense pas au départ. Ça m'a beaucoup surpris. Ensuite, ce à quoi on se heurte, alors là, je ferai une petite parenthèse pour des organismes de petite taille, ce qui était le cas à Rodez. En fait, il y a quand même derrière tout ça tout un accompagnement qui est très utile, notamment du CNLRQ, pour pouvoir faire aboutir ce projet. Parce qu'en fait, on est confronté, on nous pose des questions, comment ça va se passer, on veut pas, enfin, se pose le problème notamment de la concurrence avec les entreprises privées qui peuvent intervenir sur tel ou tel secteur. Donc ça, effectivement, c'est des questions qu'on découvre, qui se posent et qu'on découvre au fur et à mesure. Ensuite, ce dont je vous dis, on est quelquefois surpris par la réaction. Il y a des réactions négatives qui viennent de là où on ne s'y attendait pas, en fait. Voilà. Arnaud Mandement, même question, puisque vous avez été, alors je vous présente, mais vous avez trop de vie en fait pour être présenté. C'est gentil. Parce que vous êtes aujourd'hui le directeur de cabinet du maire d'Hendaye, mais vous avez été le directeur général des services de l'agglomération de Rodez, vous avez été un président d'OPH, vous avez été le maire de Castres, et puis vous avez participé à ce titre-là à la création de la régie de quartier de Castres. Voilà, alors je ne sais pas de laquelle de ces villas vous allez nous parler le plus aujourd'hui, mais... Je vais vous parler de Castres. Mais effectivement, à quoi on pense d'abord, et je crois que l'introduction de nos chercheurs renvoie à ça, c'est quoi un quartier? Parce que qui dit quartier, alors quand on parle de Jérusalem-Est, on sait à peu près, parce qu'il y a un mur, parce qu'il y a une barrière. Mais un quartier, il commence où, il s'arrête où dans une ville? Et ce qui peut paraître évident ne l'est pas tant que ça, à partir du moment où on va commencer à réfléchir, d'une part au secteur sur lequel on souhaite intervenir, et d'autre part aux moyens qu'on va mettre en œuvre. Le quartier d'Ayotte-Bicéos, qui est un quartier au nord et au nord-est de Castres, est un quartier qui est mixte entre de l'habitat social, réparti en plusieurs îlots d'habitat social, Bicéos et Ayotte, avec 2 bailleurs sociaux, l'office HLM que je présidais et un collecteur du 1% de logement qui s'appelait la Sicile, qui s'appelle toujours la Sicile d'ailleurs, et puis de l'habitat populaire en accession à la propriété. On oublie qu'on a connu en France une période au début des années 60 et jusqu'à la fin des années 70 où l'accession à la propriété pour les populations issues du monde ouvrier était facilitée, d'une part par une inflation qui était très élevée, des taux de prêt qui étaient très bas. Ce qui fait que nous étions, et ce quartier reste un quartier d'habitat populaire avec à la fois de l'habitat individuel et de l'habitat collectif. Or, la crise économique qui a démarré au début des années 70, notamment à Castres autour du textile, a conduit progressivement à une ségrégation entre d'un côté une population ouvrière en habitat individuel, plutôt blanche, et une population plutôt issue de l'immigration, notamment de l'immigration algérienne, en habitat collectif. Et ce que l'on a constaté à partir du moment où moi je suis élu, dans ce quartier, dans lequel je suis élu à 35 ans, et j'ai habité pendant 35 ans dans ce quartier, à la fois en habitat individuel et en habitat collectif. Et cette ségrégation, elle est impossible à vivre pour quelqu'un qui est élu. Il ne peut pas tolérer que le quartier dans lequel il a vécu pendant 35 ans, et je n'étais pas le seul, s'accentue et que la fracture finalement à l'intérieur du quartier entre habitat individuel et habitat collectif devienne à ce point violente, et j'emploie le mot de violente, qu'elle aboutisse effectivement à des situations de violence interpersonnelle. Donc, c'est face à cette situation. Et alors, violence interpersonnelle qui se matérialise également par des votes extrêmes. Je le rappelais en aparté tout à l'heure, lorsque je suis élu pour la première fois conseiller général en 88, le Front National sur le quartier dont je parle fait 25% en 1988. Donc, on voit bien qu'il y a là les ferments finalement d'un éclatement. Donc, quel est le boulot du maire, du président d'office et finalement de l'habitant? C'est de dire qu'il faut vraiment qu'on trouve les voies et les moyens, à la fois sur l'habitat, sur le service public, sur le commerce, sur l'activité, sur l'emploi, de trouver une solution et une réponse, des solutions et des réponses, pas une, des solutions et des réponses, même partielles, à finalement cet aspect de ségrégation qui est en train de s'accentuer entre des parties internes au même quartier.
Qu'est-ce qui fait sens? Et là, j'étais tout à fait impressionné par l'intervention des interventions préalables des 3 chercheurs, parce que dans le fond, ils rendent et ils théorisent quelque chose qu'on ne théorise absolument pas quand on se lance dans ce type d'opération. Enfin, si nous avions eu votre lecture, messieurs les chercheurs, on aurait peut-être on n'aurait rien fait d'ailleurs. Peut-être on n'aurait rien fait. Donc, effectivement, on se lance dans ce type d'opération, et la régie de quartier est un moyen parmi d'autres. Alors, on y reviendra après, mais peut-être j'ai répondu à votre première partie d'interrogation. Je voudrais vous donner la parole, Hyacinthe Bouzoungoula, ensuite, parce que vous avez été le président. Il y a plusieurs micros, hein, on va les partager. Vous avez été le président d'une régie de quartier à Orléans, La Source. Vous êtes aujourd'hui dans une autre régie de quartier à côté, et il se trouve que la régie de quartier d'Orléans a fermé. C'est exact. Hein, c'est exact. Alors, moi, à quoi on pense quand elle ferme? Alors, je dirais plutôt comment ou à quoi on pense quand on démarre effectivement une régie, avant de revenir sur à quoi on pense quand elle ferme et dans quelles conditions, j'allais dire, on arrive à fermer une régie qui a prospéré, qui a... Bon, voilà. Moi, j'ai une histoire un peu particulière avec la régie de quartier de La Source. Il se trouve que j'étais étudiant sur le quartier de La Source, parce que la régie de quartier est en proximité avec l'université. Et j'ai été habitant sur le quartier. Après mes études, j'ai travaillé comme conseiller en création d'entreprise dans une boutique de gestion. Et là, je vois une personne qui vient me voir en me disant, bon voilà, on a ce projet sur le quartier, on va essayer de mixer des habitants, on va voir avec des bailleurs sociaux, avec des politiques, et on va créer quelque chose, une association, mais qui va avoir une activité économique. Je dis, oulala, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, alors je dis au porteur du projet, bon, ben, très bien, on va travailler sur le projet. En revanche, comme c'est une structure qui va avoir de l'activité économique, la première des choses à faire, on va partir effectivement sur des considérations économiques. Il faut que ton plan, ton business plan, comme on dit, soit équilibré. Il faut qu'on parte effectivement sur une activité qui permette effectivement de générer quelques excédents pour pouvoir réinvestir, pour pouvoir innover, pour pouvoir conduire des projets sociaux. On part sur cette base-là. Donc voilà comment effectivement je participe à la création de l'association Repère avec Mohamed Roulam qui était venu me voir à l'époque pour travailler sur ce projet de quartier. Et quelques années plus tard, il réalisera que j'habitais le quartier et on a parlé d'éducation populaire, on a parlé effectivement de la participation d'habitants. Donc très vite, j'ai été coopté pour entrer dans le conseil d'administration. Et comme administrateur ne me suffisait pas, j'ai pris la présidence de la régie à un moment donné. Voilà, parce que comme ça, au moins, on pouvait avancer sur des projets que je pouvais effectivement accompagner. Et donc, bon, ben, bon, j'ai entendu nos chercheurs parler de la globalisation. On a été beaucoup investi dans le réseau des régies de quartier, au comité national, sur différentes commissions. On a participé effectivement, j'allais dire, à Porto Alegre, portant la parole des habitants de quartier. Bon, malheureusement, la question c'était, cette histoire s'est terminée, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus, sur la fragilité, j'allais dire, de nos structures des régies de quartier, sur la fragilité entre la participation des politiques, la participation des bailleurs sociaux et des habitants. Lorsque les habitants ne sont pas très forts dans ce trépied que j'évoque, la structure, même si financièrement elle est solide, peut s'écrouler. Nous avons vécu à Orléans-La Source, j'allais dire à un moment où le politique estimait que sur le quartier, bon, je vais dire les choses crûment parce que je suis aujourd'hui moi-même politique puisque je suis conseiller municipal sur la commune, sur une commune de la métropole, mais le politique a estimé à un moment donné que les votes n'allaient pas dans le sens qu'il aurait souhaité, malgré les investissements qui avaient été faits sur le territoire, malgré, j'allais dire, les investissements qui avaient été mis sur le quartier et le changement un peu de configuration du quartier, ça n'avait pas permis, lorsqu'on a observé, enfin lorsqu'ils avaient observé les votes,
d'aller dans le sens qu'ils souhaitaient. Et à un moment donné, il y a eu une difficulté. Les réservoirs ont été tout simplement coupés, hein, et on a eu un peu de mal. On a lutté autant que l'on a pu avec les habitants du quartier, et ça, je pourrais revenir là-dessus assez longuement. Et malheureusement, il a fallu effectivement arrêter le projet donc, de repère, la régie de quartier de la Source. En aparté, je voulais juste rajouter pour terminer que lorsqu'on a été impliqué dans le réseau des régies de quartier, on attrape un virus. Il se trouve effectivement que pour ma part, ça a été vraiment un moment, j'allais dire, d'apprentissage. Hein. J'étais tout jeune et beau, comme disait Jean-Louis Laville tout à l'heure, à l'époque. Mais j'ai appris beaucoup dans ce réseau. Et c'est d'ailleurs au travers de cet apprentissage, au travers de l'éducation populaire que l'on évoquait, que petit à petit, donc, je suis arrivé effectivement sur le territoire où je réside actuellement, à m'investir sur la commune. Donc j'ai aujourd'hui la casquette effectivement de conseiller municipal délégué à la vie associative, mais je reste malgré tout un militant de base et je suis administrateur de la régie de quartier de Saint-Jean-de-Bray à Brésil Développement, sur laquelle je pourrais aussi revenir tout à l'heure. J'étais un peu long, mais je pensais que c'était intéressant de remettre un peu les choses en perspective. Merci. Bon, en tout cas, on peut déjà créditer Jean-Louis Laville de la première punchline de l'après-midi, parce qu'il a déjà été cité 3 fois en 3 intervenants. Je vous propose de passer le micro à votre voisine, Hyacinthe, de l'autre côté, si vous voulez bien. Valérie Léhec, pardon. J'ai envie d'avoir votre réponse. Vous êtes élue, vous êtes première vice-présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. C'est quoi la commande électorale qui est passée quand vous soutenez à bout de bras la régie de quartier de Laxou ? Soyons modestes, à bout de bras, c'est quand même beaucoup dire. Moi, je suis encore en train d'apprendre. Bon, déjà, je suis une nouvelle élue, enfin nouvelle depuis 3 ans, mais en tout cas, c'était mon premier mandat politique et mon seul mandat. Et donc, je suis déléguée par le département, si on peut dire, pour représenter le département au niveau de la régie de quartier de Laxou, qui est dans mon canton. Donc, d'une pierre deux coups, c'était très bien. Mais je vais dire que j'apprends encore à découvrir cette régie de quartier. Alors, la commande politique, elle n'existe pas en tant que telle. Nous avons un projet politique départemental et la régie de quartier, je dirais, répond pleinement à ces enjeux de politique publique que nous avons envie de développer. Moi, j'avais envie de réagir au premier exposé, alors je reprends le nom de Thomas Kersbaum, parce que j'ai l'impression, justement vous interroger dessus. Là-dessus, sur la notion de territoire, parce que ça, c'est ce qui me cause beaucoup. Je vais vous laisser poser déjà, les questions. Voilà, par rapport à la. C'est pas une question, c'est une réaction plutôt par rapport à son exposé, mais au regard justement de l'expérience que je peux avoir au niveau de la régie de quartier, mais aussi au niveau de ce que je peux constater sur les territoires à la fois urbains et ruraux. Et je crois d'ailleurs à terme que de plus en plus, on emploiera de moins en moins le terme de quartier, mais de plus en plus le terme de territoire, avec cette notion de diffusion au-delà du quartier au sens strict du terme. Quand on a affaire à des régies de quartier ou à des associations d'économie ou des entreprises d'économie sociale et solidaire, ça questionne à la fois le fait politique, le faire politique, mais aussi les politiques publiques et les politiques. Il y a vraiment ces 4 dimensions-là. Pourquoi ça questionne le faire politique et les politiques ? C'est que, et ça c'est vraiment ce qui fait l'ADN de notre département, nous avons territorialisé nos politiques publiques. Parce que nous pensons, et nous sommes vraiment convaincus, que nos politiques publiques, elles doivent être articulées aux spécificités des territoires, elles doivent être articulées aussi aux initiatives locales. Et c'est aussi parce que nous faisons confiance aux initiatives locales que nous partons du principe que des territoires, il y a aussi des réponses qui sont apportées aux enjeux de politique publique, mais aux enjeux politiques tout court. Et c'est à ce niveau-là vraiment que ça questionne à la fois le faire politique et les politiques et la personne politique que je peux être. Et on est vraiment dans cette articulation entre les initiatives locales, les territoires, ce que peut porter effectivement une régie de quartier dans l'histoire du quartier, mais aussi dans les réponses à apporter aux besoins des habitants. Et dans les réponses à apporter, là, Laxou est en pleine restructuration du quartier qui va percuter très fortement la vie du quartier dans le cadre de l'ANRU.
500 logements à terme qui vont être supprimés. Il va y avoir des reconstructions, mais bon, ça va fortement impacter le quartier. La régie de quartier, aujourd'hui, qui est un acteur essentiel de la vie sociale et de ce qui est généré en termes de solidarité entre les habitants. C'est une identité forte du quartier, avec d'autres associations, certes, mais la régie de quartier a vraiment cette identité très très forte au sein de ce quartier, participe à la restructuration du quartier dans le cadre des conseils de vie citoyenne, même si on peut se poser des questions sur leur poids effectif dans la prise de décision, mais quand bien même, ça va être un maillon essentiel dans l'évolution de ce quartier. Et donc là, forcément, la politique que je suis ne peut pas faire sans ces acteurs essentiels de la vie des quartiers qui représentent les habitants et qui sont effectivement des courroies de transmission assez essentielles et qui permettent aux habitants de s'exprimer et de porter un regard, mais aussi une action politique à destination de leurs concitoyens. Donc pour moi, c'est vraiment des éléments du faire politique au sens très large du terme qui sont très très intéressants. Et en réaction un peu à l'exposé que vous avez pu produire, Thomas Kirsbonne, c'est de plus en plus les politiques que nous sommes obligés de nous appuyer sur les initiatives locales et de prendre en compte ces initiatives locales dans la façon de faire politique. Et je pense vraiment à l'avenir que faire politique autrement, ça part de là. Et de plus en plus, nos concitoyens, alors, petit point d'actualité, les gilets jaunes sont ce qu'ils sont, mais quelque part, ils questionnent aussi cette façon de faire politique et nous interpellent à nous qui avons un mandat, finalement, qui vient des urnes, sur la façon dont nous continuons à travailler avec nos concitoyens dans les réponses que nous apportons à la fois aux enjeux de politique publique, mais aussi aux enjeux des besoins qu'ils expriment et des attentes qu'ils expriment. Merci. Je voudrais, Hyacinthe, si vous voulez bien passer le micro à votre voisine de l'autre côté maintenant. Bahidja Ferhat, justement, la conversation est engagée. Vous êtes la présidente de la régie de quartier de la Villeneuve, à Grenoble. Tout à fait. Tout le monde connaît l'histoire de ce quartier, si particulier, si participatif. Est-ce que vous avez l'impression, et vous êtes en plus une jeune présidente, je tiens à le souligner, parce que voilà, la majorité des présidents de régie sont quand même des retraités en général. Est-ce que vous avez l'impression d'être à la tête d'un outil politique ? Alors, moi, je voulais juste remettre en mémoire, parce que ça me paraît intéressant par rapport à ce qu'ont dit mes voisins et collègues, sur comment naît une régie. Ce qui est intéressant dans l'expérience grenobloise, c'est que c'est parti plutôt de mise en mouvement de collectifs d'habitants dans les années 80. Donc, ce n'était pas une initiative politique, ce n'était pas une projection partenariale politique et collectif d'habitants, c'était plutôt des habitants qui se posaient la question, qui sont dans la Confédération syndicale des familles, une association de jeunes, des unions de quartier, qui, face aux dégradations du bâti, se sont mis en mouvement pour interpeller les politiques. Et ils se sont intéressés aux créations des premières régies. Et ils se sont donné les moyens, comme collectif d'habitants, pour aller regarder de plus près les régies qui avaient déjà vu le jour dans les années 80. La régie de Grenoble est née, elle va avoir 30 ans, hein, elle est née en 89, donc quelques années de discussions, de conflictualisation, de rencontres, dans un contexte national qui réfléchissait les questions d'urbanisme, la question du quartier, qui posait les questions sur l'économie sociale et solidaire. La régie a vu le jour, mais dans un premier temps, c'était, on va dire, ça a permis de donner un espace qui structurait les relations entre associations et collectifs d'habitants. Que ce soit des relations qui étaient plutôt de proximité ou des relations de proximité, mais quand même conflictuelles. Donc ça a permis d'avoir d'abord des espaces de discussion qui font émerger le projet de régie,
qui ont donné lieu à quelques recrutements, mais des recrutements en partenariat en s'inscrivant dans un GEI. Et dans les années en 92, il y a eu une grève des charges locatives. Et ces collectifs d'habitants se sont remobilisés, soutenus par la régie de quartier, pour pouvoir interpeller les politiques, les bailleurs, sur la dégradation de tout ce qui est prestations de nettoyage, d'entretien du bâti, etc. Et en faisant des propositions de collaboration et de partenariat. Voilà. Donc, dans un premier temps, la particularité de la régie de Grenoble, c'est construire petit à petit. D'abord, ça a coïncidé, c'est intéressant aussi de le savoir. Il y a eu, donc, dans ces premières années, des gouvernances qui étaient plutôt des gouvernances militantes, des gouvernances revendicatives, contestataires, qui tractaient avec les politiques. Ce changement, mais peut-être qu'on va en parler tout à l'heure, les changements de la régie de quartier, son adaptation à la réalité du terrain et la reconnaissance de son expertise et de son savoir-faire a permis d'être plutôt dans des relations partenariales avec les bailleurs et les politiques, et qui a fait que la nature de la gouvernance aussi a été impactée. Donc peut-être qu'on en parlera, mais c'est intéressant par rapport au film qu'on a vu tout à l'heure, où on passe d'une revendication d'habitants sur des préoccupations au quotidien et de proximité à quelque chose de beaucoup plus formalisé, on va dire, avec des instances de co-construction, etc. Alors, moi, je suis à la régie de quartier depuis 4 ans, je crois, 4 ans quelque chose. Et je suis présidente depuis 1 an et demi dans un peu la continuation et la continuité du travail de la présidente et des présidents qui ont précédé, qui étaient des présidents très impliqués, très investis. Effectivement, des présidents qui étaient déjà à la retraite et que leur manière d'appréhender l'investissement, l'engagement dans des structures associatives comme la régie diffère de la manière dont moi je m'investis, et peut-être, je parle sous le regard de Mathieu, peut-être même dans la manière de collaborer avec la direction, je pense. Quand on est encore personne en activité, je pense que ça impacte même la relation entre la gouvernance et la gestion du quotidien. Merci. Marianne Baillot, vous êtes la directrice générale adjointe d'Allogea, qui est un bailleur social. Quelle est la raison qui vous pousse à travailler, à vous rapprocher de la régie? Qu'est-ce que vous allez y chercher, vous, dans ce mariage à trois? Parce que je vous pose la question, parce que dans les échanges de mails qu'on a eus pour préparer, vous m'avez répondu « éducation populaire, non ». C'était synthétique. Je l'ai compris. Et puis j'ai compris à tout ce qui a été exposé aussi avant que finalement, oui. Mais voilà. je pense qu'on fait de l'éducation populaire sans s'en rendre compte souvent. Voilà, je pense qu'il y avait de ça aussi. Après, à l'origine de la régie du Carcassonnais, il y a une construction comme qui a été décrite à Rodez, mais plus par l'État et la ville, et donc avec les bailleurs qui étaient associés. Donc on était d'abord, de toute façon, historiquement, il y a ce fonctionnement-là partenarial, même s'il a évolué, et qui est vraiment basé au début sur la clé de voûte, ça a été dit, la transformation quotidienne, la gestion quotidienne des quartiers par les habitants dans le cadre des chantiers d'insertion. Le bailleur, il apporte, il est acheteur d'un marché d'insertion, et la régie fait l'insertion avec les habitants, et il y a vraiment une adaptation tous les jours aux besoins. Là, c'est ça, on y va. Là, voilà. Donc il y a déjà quelque chose qui est très marquant pour nous. Très dentelle. Oui, et puis qui fait que, on pourrait avoir une équipe en interne, mais le choix, c'est d'avoir de l'insertion justement pour avoir ce travail-là.
Et puis par contre, une entreprise privée, on n'aurait jamais ce travail. Et donc il y a quelque chose de très complémentaire. Et très concrètement, on ne sait pas comment on ferait sans la régie de quartier dans la régie, enfin voilà, à Carcassonne. Pour moi, c'est, enfin, une fois qu'on travaille avec, on ne peut plus travailler sans. Donc ça, c'est le premier point. Voilà. Bon, après, il y a le bon public aussi. Voilà, là, c'est une salle conquise. Hein. Donc ensuite, on est confronté à des difficultés, on est confronté à des besoins. Et on essaie en tant que bailleur et puis en tant que donc, administrateur de la régie de réfléchir à ça dans les quartiers, notamment, puisque là on parle beaucoup de quartiers dans notre territoire. Donc le premier, par exemple, qui a été gros, enfin voilà, qui a un temps de gestation assez long, qui a été compliqué, mais qui justement, je pense, nous a co-construit sur la gestion de projet, c'est un projet de laverie solidaire. Donc on était dans un quartier où il y avait des tapis qui étaient étendus partout, ce qui n'est pas forcément un problème en soi, mais quand on fait la réhabilitation et qu'après donc on sait que le tapis mouillé abîme la structure, on a besoin d'un endroit pour laver les tapis. Donc à partir de là, je vais passer les détails sinon, voilà, mais on a mis 2-3 ans à construire un projet qui est devenu pas une salle de lavage des tapis, mais une laverie solidaire, justement tournée vers le quartier et vers l'extérieur, essayer de faire quelque chose qui ne soit pas communautariste, peut-être communautarien, je sais pas si mais en tout cas, voilà, il y avait cette question-là, est-ce qu'on sort ce qu'on considérait être comme le communautarisme? Bon, bref. Et donc, c'est vrai que c'est avec clairement la régie qu'on a réussi à construire ça. Souligner aussi qu'on a pu le construire parce qu'il fallait de l'expertise de projet là-dessus, qu'au début, on était les uns et les autres pas forcément spécialistes, qu'on s'est appuyé sur le fonds d'innovation sociale des ESH pour vraiment, non seulement financièrement, mais pour construire le projet. Donc voilà, ça c'était quelque chose qui, à mon avis, a créé beaucoup de liens, enfin, au-delà de l'outil, du bel outil qui est là, qui existe et qui est, qui est dans l'économie solidaire, mais qui n'a pas un modèle non plus de viabilité forcément économique, et donc qui a aussi sa part de... mais c'est un élément d'animation du quartier. Justement, oui. Quels sont les outils d'ingénierie financière qui vous permettent de développer ce genre de projet à vous, bailleurs? Alors, pour nous, bailleurs, c'est déjà un choix d'investissement, puisqu'on avait un investissement de 200 000 € sur tout ce qui était le local. La régie avait aussi une partie d'investissement, mais ça a été plus sur le mobilier. Puis là, il y a eu des recherches de fondation. Pour nous, ça a été un choix de faire un investissement d'un local commercial avec des aménagements, avec de l'aide donc du Fonds d'innovation sociale, quelques aides aussi des partenaires, des départements, villes, agglos, mais aussi le choix de... on a un loyer d'équilibre et on a un loyer auquel on loue. Voilà, donc préciser peut-être que l'abattement de la TFPB, même si c'est un peu dans les quartiers prioritaires, sert aussi à pouvoir pérenniser ce dispositif-là. C'est exactement de ça dont je voulais vous entendre parler. Voilà, donc on l'utilise pour ça, beaucoup. Voilà, donc ça c'était le premier projet. Après, et le deuxième, c'est un chantier tremplin. Voilà, et donc là, pareil, un quartier, plusieurs quartiers, un questionnement. Donc le quartier d'Ozanam à Carcassonne. Peu de gens finalement dans les chantiers d'insertion. Bon, c'est pas un très gros quartier, mais un quartier compliqué. Peu de gens dans les chantiers d'insertion de la régie. Pourquoi? Beaucoup de colère, de tension dans le quartier. Donc on réfléchit à avoir un outil pour faire travailler des personnes, des jeunes, mais pas que, éloignés de l'emploi, dans leur quartier. Voilà. Et donc on discute ensemble. On a quand même aussi une directrice de régie qui sait très bien aller chercher les outils, les bons dispositifs pour le même dans les mètres cases, et on arrive à construire le chantier tremplin. Donc on fait travailler des habitants des quartiers pendant 1 mois dans des aménagements de leur quartier. C'est financé dans le cadre de la politique de la ville, et le bailleur finance aussi également, et il y a l'abattement TFPB qui l'aide à financer. Et donc à partir de là, il y a les habitants travaillent sur le quartier, mais ont aussi tout un accompagnement individuel pendant ce mois, avec la mission locale, avec Pôle emploi, pour justement avoir un tremplin vers après un parcours professionnel. La nature des chantiers qui sont menés sont décidés par les habitants eux-mêmes? Justement, ça c'est l'autre évolution, c'est-à-dire qu'au début, oui, mais rapidement. Oh, il y a un mur, il est sale, il faut le peindre. Voilà. Bon, le mur, ça fait 5 ans qu'il est propre quand même, donc ça a quand même marché. Mais après, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on a construit au niveau du chantier tremplin toute cette notion, on a renforcé vraiment, il me semble, la participation des habitants, parce qu'en fait, maintenant, on a des projets de concertation des habitants qui durent 6 mois, 1 an, où on essaie de voir dans les quartiers quels sont les besoins, quels projets ils veulent. Et ensuite, on fait les chantiers tremplin. Ça implique aussi souvent qu'on a du coup, nous, bailleurs, et ça c'est un choix qu'on fait, d'aménagement
avant le chantier tremplin. Parce que s'il faut refaire des voiries, refaire une place, ce n'est pas le chantier tremplin qui va le faire. Donc il y a un aménagement, des gros aménagements. Et je vais redire abattement parce que c'est important, parce que c'est aussi pour ça que, voilà, c'est aussi grâce à ça qu'on arrive à avancer. Et donc voilà, maintenant les habitants, ils décident, les salariés aussi décident des couleurs, des matériaux, enfin les salariés du chantier tremplin, je veux dire. Il y a vraiment quelque chose qui est très, voilà, qui est en marche et qui fonctionne bien. Pardon, en marche. Très participatif. Je n'ai pas fait exprès. Et juste quand même pour dire, parce que ça marche, mais des fois il y a des difficultés. Le dernier, mais je l'ai appris récemment, on n'a même pas eu le temps d'échanger, on a essayé de concerter, on a fait comme d'habitude avec un paysagiste, on a fait du porte-à-porte, on a fait des réunions, on sait que c'est un endroit un peu difficile, on concerte, on a quelques retours, les habitants disent oui, bon, ouais, ça va, comme ça, faites propre, ça ira, bon, et c'est fini, et on a une petite pétition. Mais moi je dis à l'équipe, ben, tant mieux. Enfin, quelque part, c'est dommage, mais quelque part aussi, ben, au moins les habitants, ils réagissent à quelque chose. Et si la pétition, on peut en faire, voilà, si on peut faire des petits aménagements complémentaires, ça, au moins il y a une prise une appropriation du quartier par rapport à ça. Générer sa propre contestation, c'est une forme d'éducation populaire. Ben voilà, donc je vous repose la question, en faites-vous? Oui. Jamel Arfi, vous êtes vous le directeur de la régie de quartier de Trélazé, c'est dans l'ouest, près de Nantes. Dans l'ouest, oui. C'est ça. On va dire près d'Angers. Hein. Ouais, près de. Plus proche. Pardon. Bon, Angers, Nantes. Voilà. Angers, Nantes, vue de Paris, ça se touche. Hein. Oui. Oui, le Maine-et-Loire a une particularité. Hein, donc Voilà. Et vous avez aussi, vous, et j'aimerais vous entendre sur quels sont les dispositifs qu'on peut inventer en termes de revenir dans le champ un peu plus de l'économie solidaire. Vous avez ouvert le premier centre d'appel installé en QPV. Et c'est pas des métiers sur lesquels on vous attend souvent, les régies de quartier. Et je voudrais savoir un peu quelles sont les évolutions. On m'a dit en plus que vous étiez très politique dans votre réflexion et que vous pouviez parler de tout. Donc, non, mais quels sont les terrains de réflexion de ces nouveaux services, de ces nouveaux emplois, de ces nouvelles missions dont les régies pourraient s'emparer? Alors, moi, je crois que, en fait, c'est dans l'ADN, il me semble, des régies de devoir s'adapter à leur environnement, sans galvauder nos fondamentaux, service à l'habitant par et pour. Or, nos territoires évoluent, vivent. Le projet régie n'est pas, à mon sens, un projet préécrit. Il évolue avec les événements de la vie dans un territoire, avec l'ensemble des acteurs qui sont là, et notamment la population. Pour revenir à votre question, il se trouve que notre régie existe depuis plus de 20 ans et que les activités qu'on a toujours portées depuis notre création, qui sont autour de l'embellissement du cadre de vie, aujourd'hui ne trouvaient plus écho auprès de la population jeune. Donc, soit effectivement on pouvait rester comme ça et fonctionner et ne pas répondre à cette population, soit se dire, mais éventuellement, est-ce qu'il n'y a pas à innover, à créer quelque chose, on va dire, d'appétant pour cette population, mais en même temps qui a du sens, hein. Donc du coup, on a regardé de près, on a rencontré des jeunes, on a discuté avec eux sur voilà, quels sont, comment ils voient les choses, qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, ils pourraient venir à la régie pour dire ben, j'ai envie de travailler avec vous, j'ai envie d'exercer chez vous. Et il y a eu toute une liste de choses qui s'est faite. Et parmi ces listes, il y avait énormément de travaux autour du tertiaire, fondamentalement. Enfin, il y a eu une forte demande. Et puis, il se trouve que nous sommes dans une commune où le taux de jeunes est de plus de 22%, ce qui est en soi une richesse, mais parmi ces 22%, plus de 40% sont sans activité. Et parmi ces jeunes qui sont sans activité, beaucoup ont eu un cursus scolaire tout à fait honorable, certes qui n'a peut-être pas abouti à la qualification aujourd'hui monnayable sur le marché de l'emploi, mais pour autant qui ont, sinon des compétences, au moins des aptitudes que l'on peut éventuellement faire évoluer. Et donc du coup, je vous passe un petit peu toutes les étapes. Il y a eu des expériences aussi qui ont été menées dans d'autres territoires qui nous ont intéressés. Et puis il se trouve que nous sommes aussi dans un bassin d'emploi qui va créer dans les 2 prochaines années plus de 2000 emplois dans les métiers du téléconseil. Et donc, du coup, on s'est dit que peut-être là-dessus, effectivement, il y a une activité innovante
en travaillant toujours dans la réflexion autour du service à l'habitant. Alors, on a démarré sous d'autres formes d'habitants, avec des habitants qui ne sont pas sur le territoire. Voilà, on a appelé des adhérents de mutuelles, on a fait un certain nombre de choses pour les accompagner. Et puis, je souhaite partager une nouvelle avec vous, une information qui date de hier soir. Enfin, il y a un bailleur qui est prêt à nous demander de travailler avec lui pour les appels avec ses habitants. Donc effectivement, les activités des régies peuvent évoluer, le service ou les services à l'habitant peuvent évoluer. Il me semble, moi, que les régies de quartier n'ont pas de limite à la création. En tous les cas, à partir du moment où ça répond à la population et au territoire. Quels sont les terrains, justement, j'ai vu tout à l'heure Claude Sicard rentrer dans cette salle qui a développé tous les chantiers numériques de formation au métier du numérique avec une volonté de fabriquer ce qu'il appelait des couteaux suisses du numérique, donc des gens employables. Et je me souviens d'avoir rencontré, moi, les premiers stagiaires de cette première promotion, dont un jeune homme me disant qu'il avait le droit, lui aussi, d'exercer un emploi sédentaire, ce que vous appeliez par les emplois du tertiaire, pas forcément d'être en plein air, en fait. Quels sont les terrains de réflexion autour desquels les régies pourraient s'engager, selon vous, justement, dans ce peut-être cette question générationnelle qui revient souvent aussi dans les remarques que vous m'avez fait les uns et les autres. 30 ans, c'est aussi la fin d'une génération. Peut-être faut-il réfléchir à repositionner un certain nombre de réflexions par rapport aux pistes d'emploi. Alors, il me semble que, dans un premier temps, la question du numérique est entière aujourd'hui dans notre société, à plusieurs niveaux, y compris dans le lien social du numérique. Aujourd'hui, ce qu'on utilise comme lien social dans le numérique est une réalité. Et ne pas prendre en compte cet aspect-là, c'est passer à côté d'un moyen supplémentaire. Il n'est pas là pour se substituer, il est là pour être utilisé. Et pour cela, il faut permettre aux habitants qui n'ont peut-être pas la possibilité d'accéder à ces outils, eh bien, de mettre à leur disposition des moyens d'accès, des moyens d'information, des moyens d'accompagnement pour qu'ils puissent conserver cette autre forme de lien social, pour ne pas dire cette autre forme de rôle social, hein, puisque tout un ensemble de services aujourd'hui se numérise. Donc ça, c'est une activité et un axe qui me semble nécessaire en tous les cas aujourd'hui à animer dans nos territoires. Sur la question de la qualification, je pense il me semble que la quasi-totalité aujourd'hui des formations et des accès à la formation et des accès à la recherche d'emploi et des accès à la qualification passent en grande partie par le numérique. Donc oui, en ce qui nous concerne, en tous les cas, à la régie de Trélazé, voilà, tous les salariés ont accès au numérique, tous les salariés bénéficient d'une formation et d'un accompagnement au numérique, tous disposent d'une adresse mail, les habitants ont mis à leur disposition un espace pour les accompagner à ces accès-là, parce qu'il me semble que ça fait partie de nos rôles que de contribuer à ce manquement. Merci. Pour finir ce tour de table le plus long de l'histoire des tables rondes à 8 participants, je vais vous donner la parole, Pauline Calmette, et ensuite je vais vous la donner à vous parce que l'heure tourne. Donc préparez, dégainez vos questions s'il y en a dans la salle, signalez-vous. Vous avez été pendant 8 ans la directrice de la régie de quartier de Grasse, que vous avez quittée avec la larme à l'œil, semble-t-il. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Vous êtes aujourd'hui chef de projet politique de la ville à Nice, sur le quartier de la Rayane, qui est un des quartiers les plus identifiés de France, on peut le dire comme ça. En quoi est-ce que la méthode, le savoir-faire d'une régie de quartier vous inspire dans votre nouvelle activité? Et est-ce que finalement, sans le dire, on vous demande de réfléchir à la création d'une régie de quartier sur la Rayane? Oui, effectivement. Effectivement, je vais commencer par le début. Par ça, on me demande de réfléchir à la création d'une régie sur Parlez plus fort dans le micro. Je remonte. Voilà. On me demande à réfléchir sur la création d'une régie à l'Ariane. On ne m'a pas recruté non plus par hasard, je pense. Qu'est-ce que ça m'a inspiré? Quand j'ai quitté la régie, j'ai appris plein de choses en 8 ans sur le lien aux habitants, sur la transversalité de ce qu'est l'économie sociale et solidaire, de l'éducation populaire et aussi du lien au territoire. Et j'arrive sur l'Ariane et je vois des habitants livrés à eux-mêmes sans vraiment d'accompagnement. Alors il y a un conseil citoyen, ils sont 4 actifs, voilà, par exemple. Sylvie, au boulot.
Je me promène sur le quartier, je vois des espaces verts délaissés, je vois des tags sur les murs, je vois un quartier qui a été vraiment abandonné par les pouvoirs publics, mais tous les pouvoirs publics. Et je pense que l'émulsion d'une régie de quartier va pouvoir récupérer ce quartier, là où tout le reste a échoué en fait, car les associations sont peu structurées et du coup peu structurantes pour le quartier. Les habitants restent dans leur précaré, dans leur immeuble et ne se côtoient pas. Il y a très très peu d'actions inter-individus, on va dire. Les bailleurs, ils font aussi leur vie de leur côté. Donc la régie va amener du lien là-dedans. J'espère en tout cas. C'est vraiment l'objectif. En quoi vous êtes innovant, en quoi vous êtes moderne, les régies de quartier, sur un projet politique qui n'a pas changé depuis les tas de gravats qu'on voyait à l'Almagar dans le film du début? C'est qu'on s'adapte, on s'adapte aux habitants en fait. C'est la demande des habitants qui fait émerger tous les projets divers et variés que chacune régie a. Donc c'est ça qui est notre force, c'est l'adaptabilité. Et alors comment vous allez, vous, essayer de la mettre en œuvre concrètement là? C'est quoi une préfiguration alors? Je posais la question tout à l'heure de à quoi on pense quand on crée, à quoi on pense quand on préfigure. Là, en fait, pour l'instant, je vois les potentiels. Je vois aussi surtout les freins. Donc je ne le cache pas, hein. Tarek va bientôt nous rejoindre pour aider à lever ses freins, en tout cas, on espère. Il va aussi s'installer à l'Ariane, Tarek? En fait, on a des techniciens qui sont d'accord mais qui ne connaissent pas trop le projet. On a des habitants qui sont partants mais qui ne connaissent pas non plus très bien le projet. Et on a des bailleurs qui ne sont pas très partants. Donc voilà, il va falloir mettre tout le monde autour de la table et puis expliquer ce qu'est une régie et surtout l'intérêt pour chacun et chaque partie prenante. Parce qu'à partir du moment où chaque partie prenante va comprendre l'intérêt d'une régie, on aura gagné. Et alors comment vous leur pitchez? Ça, on verra. Je sais pas encore.